Je suis très heureux de vous retrouver pour le compte de ce nouveau numéro de l'émission Analyse politique. Eh bien, pour ce numéro, nous recevons pour vous un haut cadre de l'UDPS. Ce n'est pas du tout une personne à présenter puisque vous le connaissez très bien. Il est également challenger de Félix Tshisekedi lors du congrès qui s'est tenu avant les élections de 2018. Également juriste de formation. Ensemble avec lui, nous allons échanger sur les divers sujets d'actualité, mais principalement sur la répression de la marche de l'opposition qui s'est tenue le samedi dernier. À qui, déjà, je dis bonjour, Guibao. Bonjour, monsieur. Merci en tout cas d'être venu pour le compte de cette émission. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la marche de l'opposition qui a été réprimée par la police de manière assez brutale. Mais avant que nous entrions vraiment dans le vif du sujet, permettez que nous revenions un peu en arrière avec la décision de l'hôtel de ville qui a accordé la tenue de cette marche au même moment que la marche prévue par la Ligue des jeunes de l'UDPS. Est-ce qu'à ce niveau, on peut dire que l'hôtel des villes a tapé un peu à côté en accordant le même jour la marche à l'opposition et aussi à la Ligue des jeunes de l'UDPS et aussi accordé aussi le meeting de son groupement politique, l'ACP? Je crois que le problème n'est pas au niveau d'avoir accordé plusieurs manifestations comme on veut nous faire croire. C'est plutôt le respect des itinéraires qui n'ont pas été respectés. C'est ça le grand problème de la manifestation. L'hôtel de ville, en tant que garant de l'ordre public de la province, avait estimé qu'il pouvait accorder plusieurs autorisations, mais les plus importants, c'était chacun respecte les itinéraires. Parce qu'il y a 2 semaines, cette marche a été interdite pour des raisons de sécurité. Il n'y avait pas assez de problèmes, tout le monde avait accepté. Mais le non-respect des itinéraires ont abouti au dérapage que nous avons tous déploré. Mais puisque ces dérapages ont eu lieu, pourquoi ne pas prévenir les dangers? Pourquoi ne pas prévenir les risques? Pourquoi ne pas prévenir tous ces dérapages qui ont eu lieu samedi en accordant à chaque groupement politique un jour prévu pour la marche? Non, si vous constatez de près, il n'y a pas eu affrontement entre manifestants. Ouais. Ça n'a pas eu lieu. Donc le problème, ce n'était pas là. Le problème, c'était au niveau des itinéraires. Les amis de l'opposition avaient d'autres objectifs. Parce que ça aussi, il faut le dire. Nous avons suivi la vidéo d'un député qui a promis à tout le monde qu'il y aura mort d'homme quelques jours avant la marche. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Nous avons compris que l'opposition n'avait pas pour but de marcher. Le but, c'était de créer un chaos, montrer qu'il y a des morts, que le régime, c'est un régime répressif et chercher l'occasion d'aller vers un dialogue qui va amener au report des élections. Parce que nos amis de l'opposition ne sont pas disposés à aller aux élections. Et maintenant qu'il y a eu répression assez brutale de la police, comment vous comptez, vous, en tant que membre de l'UDPS, qui est un parti de l'Union sacrée, comment vous comptez gérer cette situation qui a engendré plusieurs arrestations? Nous commençons par joindre notre voix à celle du gouvernement. Nous avons tous suivi les communiqués du ministre des droits de l'homme, M. Pouela, qui a condamné les violences, d'où qu'elles viennent, que ce soit les violences contre les civils ou même des violences contre les policiers. Nous condamnons ces dérapages. Ça, il faut les souligner. De deux, nous demandons, comme le ministre, une commission d'enquête pour établir des responsabilités, pour savoir un peu qui a fait quoi et pourquoi cette violence, je dirais, gratuite. Alors parlons de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Pourquoi avoir choisi seulement la date du 20 mai, du 20? Malheureusement, je ne gère pas la Ligue des jeunes de notre parti. Ce sont les camarades de combat. Ils avaient estimé qu'ils devaient aussi s'exprimer. Mais ce qu'on peut noter, à l'ère active, il n'y a pas eu de troubles, il n'y a pas eu de désordre. La Ligue des jeunes de l'UDPS a respecté les itinéraires convenus. Parce que c'est ça le grand problème. Et vous avez vu, la Ligue des jeunes n'avait pas promis les chaos. Les chaos, c'était de l'autre côté de l'opposition, où on avait promis qu'il y aurait une mort d'homme. Et nous savons l'objectif, comme je le dis tantôt, c'est arriver à un report des élections. Peut-être la question qui vous brûle dans les lèvres, est-ce que vous avez de preuves de ce que vous êtes en train d'affirmer? Je dis oui. La preuve, c'est les cahiers de charges de cette opposition lorsqu'ils étaient en réunion
il y a quelques semaines à Lubumbashi, les exigences de l'opposition, s'il faut les résumer en termes de la recomposition de la Cour constitutionnelle, or tout le monde sait, pour recomposer la Cour constitutionnelle, il faut suivre une procédure prévue par la loi et la Constitution. Et la recomposition de la CENI, tout le monde sait les temps que l'actuelle CENI nous a pris, la Commission électorale nationale indépendante, et ensuite tout ce qu'ils ont demandé comme réforme. C'est-à-dire que ce sont des réformes qui doivent nous prendre en principe une année ou plus. Donc d'après vous, toutes les recommandations de l'opposition ne tiennent pas lieu d'être, d'autant plus qu'ils ont évoqué cette problématique de la vie chère. Ils ont également, ils émettent cette inquiétude sur le processus électoral. On se demande, est-ce que réellement il y aura un processus électoral crédible? Et dans toutes ces questions, vous, dans l'Union sacrée, vous estimez que tout ce qui s'est fait à la CENI se fait de manière objective? Mon cher ami, commençons par le commencement. Les amis de l'opposition ont demandé l'autorisation pour tenir une manifestation. Vous avez déjà vu dans notre pays, pour ne pas parler d'Afrique, une opposition qui organise des marches avec des pancartes, des grandes pancartes à travers la ville. Mais c'est une manière de faire la visibilité. Justement, voilà. C'est pour dire que le régime de Félix Tshisekedi n'est pas un régime répressif. Les opposants sont en train de s'exprimer. Ça, c'est un premier élément. La répression a bel et bien eu. Non, il y a eu des dérapages parce qu'ils n'ont pas voulu respecter les itinéraires. Je vous ai dit à l'introduction, ils ne voulaient pas d'une marche, ils voulaient créer un chaos pour arriver à un dialogue. Deuxième élément, vous avez parlé des thématiques ou des raisons de leur manifestation. Commençons par le premier point. L'insécurité à l'est du pays. L'insécurité à l'est du pays est provoquée par M. Paul Kagame, le président rwandais. Mais l'opposition là n'est pas en mesure de pointer du doigt le président rwandais. Nous avons compris que le président rwandais a ses relais dans notre position. Mais il propose quand même quelques pistes de solutions au pouvoir en place. Est-ce que le pouvoir prête oreille dans toutes leurs revendications? Le problème ici, nous sommes ouverts. Le président Félix est le président de tout le monde. Il est disposé et il écoute tous les Congolais au quotidien, surtout ceux qui revendiquent. S'il y a des propositions concrètes, nous allons écouter. Mais l'insécurité à l'Est, c'est Kagame. Kagame a peut-être des relais dans cette opposition. Mon cher ami, nous sommes aussi pendant une période de guerre. Nous sommes en train de suivre la guerre en Russie et l'Ukraine là-bas. Vous avez déjà vu l'opposition tenir des manifestations où on prévient même que les gens vont mourir en Ukraine ou en Russie? On n'a pas vu ça. Ben, ils estiment que la gestion de cette guerre dans l'Est est mal conçue par le pouvoir en place. On va de négociation diplomatique en négociation diplomatique. Eux, ils ont quelques pistes de solutions qui trouvent ne pas être considérées dans le camp du pouvoir en place. Je dois vous rappeler que les ténors de cette opposition-là ont géré avec M. Kabila pendant les 18 ans. S'il faut enlever les 3 ou 4 dernières années où il y avait de problèmes entre Katumbi et le sénateur Kabila, ils ont géré ensemble. Il y avait cette guerre et les problèmes avaient existé. Donc, ils n'ont pas beaucoup de leçons à nous donner. Et les parce que j'ai même suivi M. Matata dire, il a oublié. Il dit que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que ce qu'on avait vécu à l'époque de Kabila. Je dis, je le comprends. Il était dans les camps des bourreaux du peuple congolais. Il ne s'est jamais rappelé ce qu'on avait fait aux Congolais. Il a oublié que nous, on avait calciné les combattants dans notre permanence. Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui où est-ce que notre régime a calciné les militants d'un parti d'opposition? Ça, il ne l'a jamais dit, il ne peut pas le démontrer. Mais nous les comprenons. C'est la première fois qu'il a tenté de faire l'opposition, comme il a des problèmes judiciaires. Être candidat, c'est une occasion pour lui d'essayer un peu d'empêcher que les gens examinent ce propre problème judiciaire. Si vous prenez la cherté de la vie, comme l'opposition est en train de le dire, mon cher ami, aujourd'hui c'est un problème universel. Il y a 2 semaines, nous avons assisté en Grande-Bretagne, les infirmiers étaient en grève, les enseignants étaient en grève, les chauffeurs de train étaient en grève.
Là, ce n'est pas fait Tshisekedi Mais qui gère. dans chaque pays, il y a des mesures qui sont prises pour limiter ces dégâts-là de cette vie chère. Et pourquoi pas en RDC? Bon, c'est vrai, on assiste à des réunions de conjoncture économique présidées par le Premier ministre et ainsi que le ministre de l'économie. Mais à quand est-ce que vont aboutir toutes ces mesures, toutes ces réunions? Non, les mesures sont en train d'être prises. Nous recommandons une certaine patience à notre peuple. Il s'agit ici de l'économie. C'est du réel, ce n'est pas de la fiction. Vous allez constater, malgré la cherté de la vie, nous avons aussi des éléments qui peuvent nous réjouir si nous voulons comparer la situation du Congo aux autres pays. Par exemple, le carburant. Les prix n'augmentent pas comme ailleurs. Parce qu'il y a les gouvernements qui font des efforts pour essayer de maintenir ces prix-là. Et les prix des denrées alimentaires? Il y a des efforts qui sont faits. Il faut attendre un peu le résultat de ces efforts-là. C'est ce que nous sommes en train de dire à notre peuple. Il y a une situation. Donc dès lors qu'il y a pénurie de maïs, on peut toujours être patient. Non, parce que les solutions sont en train d'être trouvées. Et pendant ce temps, les gens meurent de faim. Nous convenons qu'il y a la famine, mais les efforts sont faits pour résoudre ça. La situation de la cherté de la vie, c'est une situation mondiale. Il y a la Grande-Bretagne, on a vu ça en France, on a vu au Sénégal, Madagascar, un peu partout, même le Nigeria. La situation, elle est dramatique. Alors, nous sommes dans un pays où nous avons hérité un pays en déliquescence lors de notre prise de pouvoir en 2019. Ce n'est pas en 5 ans. Mais c'était en accord avec le régime passé, quand même. C'était en accord. Pas, je ne dirais pas en accord, mais il y a eu une sorte d'alliance entre le FCC et le Cash. Comment vous pouvez dire que vous avez hérité d'un pays en proie de sous-développement? Non, pendant les 18 ans du régime de Kabila, le pays était nulle part. Tout le monde en convient. Et pourquoi avoir accepté de faire l'alliance avec le FCC? L'alliance, c'était les résultats des élections. Ça, il faut rappeler à l'opinion. La Constitution impose au président de la République de nommer comme Premier ministre la personne ou le groupement qui a la majorité parlementaire. Nous, on n'avait pas la majorité parlementaire au début. C'est les FCC de Joseph Kabila qui étaient majoritaires au Parlement. Conformément à la Constitution, nous avons fait cette alliance pour gouverner ensemble. Malheureusement, nous avons constaté, après 2 ans de collaboration, c'était une alliance de gestion et non de vision. On ne partageait pas la même vision, le valeur républicaine, le valeur démocratique. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État avait mis fin à l'alliance 2 ans après pour arriver à la formule actuelle où beaucoup de députés ont accepté d'adhérer à la vision du chef de l'État. Voilà, revenons un peu à la marche. Je crois que nous allons chuter par là. Il y a eu plusieurs arrestations, 27 policiers et un individu blessé. Il y a également l'arrestation du député provincial Mike Mukebai. Est-ce que la gestion des policiers est quand même positive avec la venue du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur? Je crois qu'il faut, vous allez constater que depuis que on a commencé à organiser les manifestations, il y a moins de bavures. Donc nous ne pouvons pas... Mais celle du samedi, quand même. Moi, je commence depuis que nous avons commencé notre gestion. Je dis il y a des améliorations par rapport à ce que nous avons vécu lorsque nous étions dans l'opposition. Donc il y a lieu à encourager les policiers qui sont en train de se comporter correctement et profiter de l'occasion pour dénoncer les policiers qui n'ont pas encore intégré les rôles de gendarmes, les rôles de garants des agents de l'ordre. Donc ça, on peut le dire. Et dès lors que l'opposition, après la marche, a tenu un point de presse en disant que le régime en place est un régime dictatorial, chez vous, c'est mal perçu ou bien c'est perçu de bonne manière? Bon, ça c'est de la bonne guerre. Il n'y a pas de dictature. La preuve, après la marche, ils se sont exprimés librement. Malheureusement, on peut déplorer l'incitation à la haine tribale que nous avons constatée dans les réseaux sociaux, venant toujours de certains députés de l'opposition. Nous pensons que la justice doit faire son travail. On ne peut pas, en plein 21e siècle, aller vers une incitation à la haine tribale dans un pays comme le Congo. Ça, vraiment, nous lançons un appel à notre peuple de ne pas suivre cet appel à la haine, cet appel à la haine tribale, ethnique, parce que tous ceux qui l'ont fait par le passé, l'histoire récente du Congo nous prouve, ils n'ont jamais allé loin. Parce que le peuple congolais, c'est un peuple pris de paix. Le peuple ne peut pas accepter qu'on annexe une ethnie, une tribu,
une province parce qu'on n'est pas d'accord avec l'un des responsables du pays. C'est quand même grave, c'est quand même grave. Et nous attendons les condamnations des ONG qui nous interpellent, nous, en tant que pouvoir en place. De temps en temps, qu'il y a des dérapages, nous voulons aussi avoir des voix qui doivent s'élever pour condamner cette déviation-là. Mais les voix s'élèvent déjà après une vidéo qui circule ces derniers temps sur le net où l'on voit des policiers traîner un gamin de 15 ans environ, les tabasser pendant le régime de Félix Tshisekedi, alors qu'il prône l'état de droit. Et vous êtes parmi les grands défenseurs de la vision du chef de l'État. Qu'est-ce que vous dites? La différence avec le régime passé, c'est que nous tous, nous l'avons condamné. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les 3 policiers identifiés dans la vidéo sont aux arrêts. Et vous pensez que dans cette vidéo, il n'y avait que 3 policiers qui ont tabassé le gamin? C'était un total de plus de 5 policiers. Les procès oraliers, nous allons établir des responsabilités. Ce qu'il faut noter, c'est que le régime de Félix Tshisekedi, par la bouche du ministre des Droits humains, a condamné cet acte-là. On ne peut pas faire ça aux enfants. La deuxième des choses, le VPM de l'Intérieur est allé rendre visite à Saint-Afa à l'hôpital parce qu'on a appris autre chose. Le VPM est allé rendre visite à notre enfant. La troisième des choses, les policiers sont aux arrêts. Donc notre régime n'approuve pas la répression. Vous ne craignez pas que toutes ces images puissent mettre en péril la vision du chef de l'État sur l'état de droit et tout? Puisque ça circule quand même, il faut le reconnaître. Oui, nous l'avons reconnu, mais la différence ici, c'est que nous sommes en train de punir les gens qui ont commis cette faute-là. Ça, nous ne l'avons pas soutenu. À l'époque de l'IDPS, lorsqu'on était dans l'opposition, nous avons vécu des répressions, de gens calcinés, même les corps des victimes morts, volés dans le morgue. C'était fait au vu au su de tout le monde. Et que dire de la force du progrès, de cette brigade spéciale de l'UDPS qui s'est promenée avec des machettes, puisqu'il y a des photos qui circulent également à travers le réseau social. On mélange un peu, il y a trop d'intox dans cette histoire. L'UDPS ne dispose pas d'une milice, ni d'une brigade spéciale. Je vous montrerai une photo après l'émission où vous allez voir une personne habillée en t-shirt. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Okay. Il peut y avoir même un de nos militants porter une photo où il peut tout écrire, tout ce qu'il veut. Mais il ne dépend pas de notre parti pour agir dans un sens contraire aux intérêts du pays et du parti. Ça n'existe pas. Il faut aussi les interpeller. Quand bien même vous dites qu'ils ne dépendent pas directement de l'UDPS, il faut les interpeller, les écouter. De temps en temps, à l'UDPS, à chaque fois que nous avons des problèmes, il y a des interpellations, il y a des séminaires pour ça. Donc il ne faut pas nous attribuer ça, parce que je suste encore, je crois que vous l'avez constaté, vous étiez sur terrain en tant que presse, lors de manifestations, il n'y a pas eu d'affrontement entre manifestants. Nous avons quand même vu la police accompagner la marche de l'UDPS. Il est vrai que l'itinéraire n'a pas été respecté du côté de l'opposition, mais pourquoi ne pas les accompagner malgré leur prise contraire de décision? Mais il y a 2 mois, je crois, si ma mémoire est bonne, l'opposition avait une marche. Elle était accompagnée par la police. Et pourquoi celle de samedi n'a pas été le cas? C'était le non-respect de l'itinéraire, d'après ce que nous avons suivi comme communiqué du côté du gouverneur de la ville. Tout simplement ça. Mais moi, je vous dis d'avance, et nous le rappelons, il n'avait pas pour objectif de marcher. Il voulait créer le chaos pour arriver à un dialogue politique et repousser les élections. Après tout ce qui s'est passé, on note un communiqué de l'Hôtel de Ville qui précise qu'il va porter une plainte contre l'opposition pour être à la base de plusieurs bavures. Il y a des sous-commissariats de la police qui ont été endommagés. Est-ce que l'Hôtel de Ville procède de la bonne manière pour chercher à résoudre ce problème ? Puisqu'il y a des tensions quand même, il faut le reconnaître. Cette plainte peut être à la base de d'autres actions. Bon, je crois qu'il faut regarder du côté de l'Hôtel de Ville. Les gens parlent, mais les conséquences d'une marche où il y a eu des casses, c'est l'État qui paye les pots cassés. Des postes de police qui ont été presque saccagés. Il faut se demander pour les habitants de ces coins-là, lorsqu'ils auront des problèmes, ils vont s'adresser où? À quelle entité de l'État à leur niveau? Donc il y a des casses, il y a des conséquences que nous avons subies en tant que l'État. Bon, je laisse ça à l'appréciation de l'Hôtel de Ville. Nous ne gérons pas l'Hôtel de Ville en tant que parti.
nous allons constater et nous allons voir d'autres raisons que l'auteur de ville va présenter. Donc, dans tout ce qui s'est passé, vous estimez que le pouvoir a pu bien gérer la journée du samedi? Absolument, parce que lorsque nous étions dans l'opposition, après une marche, il faut venir voir le militant de l'IDPS en termes de deuil, en termes des blessés, en termes des handicapés, en termes de biens perdus. Ce sont des choses qui ne se font jamais. Mais ici, au moins, nous allons constater qu'il y a des compatriotes qui sont blessés. Ça, nous les condamnons. Nous manifestons notre solidarité parce que nous venons de là, de cette situation de manifestants pacifiques. Okay. Nous ne pouvons pas accepter que les compatriotes soient victimes d'une violence parce qu'ils étaient allés dans une marche. Mais ici, nous allons constater aussi, s'il y avait des blessés, c'est parce qu'il y avait des présences. On doit encore mener des enquêtes pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu plusieurs présences des gens avec de machettes. Ça, les enquêtes vont établir des responsabilités. Alors, nous chutons déjà dans cette émission, puisque le temps nous presse vraiment. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage sur ce plateau? Non, ce qu'il faut retenir, nous voulons d'abord dire à notre peuple que l'UDPS est avec le peuple congolais à travers les institutions de la République, les institutions qui sont du reste incarnées par le président de la République, l'homme qui est à l'écoute de la population. Ça, c'est de 1, de 2. Nous voulons dire à notre peuple de ne pas écouter les sirènes de la haine ethnique, de la haine tribale. La haine n'a jamais construit un seul pays. La haine n'a jamais fait progresser un seul pays. Nous leur demandons de faire attention. Nous nous apportons le discours d'amour du pays. Nous portons le discours d'amour des Congolais. Et cet amour-là est exprimé par les chefs de l'État à travers les actions qu'il est en train de mener en faveur de notre peuple. Voyez de gauche à droite, voyez du centre, derrière, le sud, comment les efforts sont faits par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour résoudre le problème des Congolais. On a toujours demandé quelqu'un qui a la volonté politique. Mon jour d'aujourd'hui, le Congo a un président qui a la volonté politique de mieux faire, de résoudre le problème de ses compatriotes. Merci beaucoup. C'était Guy Baou Ebamou, invité spécial de cette mission Analyse politique. Je suis très heureux de savoir que vous avez été aussi nombreux à nous suivre. Merci à vous. Merci aussi à toute l'équipe technique. Merci également à vous, Guy Baou, pour avoir accepté de répondre dans cette invitation. Merci. Nous nous retrouvons donc prochainement et je vous assure que ça sera avec le même plaisir. Au revoir.